Hello Pêche, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Bonjour Alexandra, je vais extrêmement bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je suis ravie également de t'avoir aujourd'hui. On va parler entrepreneuriat, on va parler authenticité et limite avec les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, Pêche et Glantine, comment toi tu te décrirais? Toujours la question. Euh, Moi, pêche, aujourd'hui, mon métier, ma casquette, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer leur succès à eux, propre, au-delà des codes, des cases de la société, avec humanité, avec clarté et surtout à partir de leur singularité. C'est un peu ça, mon dada, c'est ce que je fais depuis plus de 6 ans maintenant et ce qui m'anime au quotidien. Voilà. Et au-delà de ça, je suis évidemment une humaine avec de multiples facettes, une passionnée de sport, de nature, de bien-être. Et voilà. Trop bien, on se retrouve sur pas mal de points. Et tu as toujours été entrepreneur ou ça a été quoi un peu ton parcours si tu en reprends depuis les études? Hmm. Ok. Alors j'ai fait des études. Alors, d'abord j'ai fait une classe prépa. BL, Hippocane, Cannes, pour celles et ceux qui connaissent peut-être, c'est assez niché, mais voilà, ça apporte plein de choses, c'est très vague, très vaste aussi. Et ensuite, je suis partie en école de commerce. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une grande école de commerce, un master qui va bien, tout ça, tout ça. Et puis ensuite, je suis partie dans le salariat, très classiquement, voilà, dans le marketing stratégique, dans une grosse boîte de l'industrie automobile. Sachant que déjà là, on pouvait se douter que ça commençait mal parce que j'étais l'écolo de service. J'ai un vélo depuis que je sais faire du vélo. J'ai pas de voiture. Je fais tout par mes propres moyens, par choix et par conviction, par engagement écologique. Et du coup, dès le départ, on pouvait dire, c'est pas forcément, elle est peut-être pas à sa place, la petite nénette. Et effectivement, clairement, il y avait beau avoir une très chouette ambiance, ça restait une boîte familiale, même si un gros mastodonte, j'avais pas de sens dans ce que je faisais. Et plus les mois ont commencé à passer, et plus je voyais que bah, j'arrivais tard le matin, je repartais tôt le soir, je pensais complètement à autre chose, j'étais désinvestie dans mon travail parce que j'avais pas de sens. Et je passais à la fin, alors pas plus de temps à la machine à café, mais tu vois, il y avait le truc de, à chaque prétexte pour me lever pour faire autre chose, j'y allais. Et c'est pas moi. C'est pas moi parce que c'est pas respectueux bah, de mon employeur déjà. Et, et moi, ça ne m'apportait rien. Enfin, j'ai pas envie de bien gagner ma vie, comme on dit, pseudo, alors que ma vie, je l'ai gagnée, et comme nous toutes et tous, on l'a à la naissance, on n'a pas besoin de la gagner, on n'a rien à prouver, rien à combattre, rien à vaincre. Donc, déjà là, voilà, l'argent ne m'intéressait pas plus que ça. C'est utile, c'est nécessaire, je suis très heureuse d'en gagner, d'en générer plus, mais pas juste pour en avoir, et pas au détriment, surtout pas de mon sens, de ma santé, de ce qui m'anime, de cette sensation d'être à sa place et de vibrer, donc pas au détriment de qui je suis. Ok, et ça t'as mis combien de temps du coup entre le moment où tu te dis tiens c'est bizarre, je suis peut-être pas à ma place et le moment où tu oses justement te lancer et s'il y a eu un truc qui t'a fait ce déclic? Hmm. Non, c'est cette conviction que je valais mieux que juste de l'argent sur mon compte en banque. Tu vois, que j'avais quelque chose que je voulais être et faire plus pour moi et pour le monde que juste la facilité et le confort d'un CDD ou d'un CDI dans le salariat qui a beau être une pseudo-sécurité financière. Oui, certes, j'ai mon argent qui tombe, mais déjà, on ne sait jamais quand on est salarié, bah, si demain ça va continuer, si la boîte va pas couler. Oui, on a de la chance en France d'être quand même assez protégé, mais quand on sort du salariat et qu'on ne sait pas ce que l'on vaut et que toute notre vie, l'argent est tombé un peu tout seul et qu'on n'a pas bâti la confiance en soi, l'estime de soi, la fierté que l'on développe quand on est entrepreneur, parce qu'on n'a pas le choix. Et le simple fait de devenir entrepreneur est une fierté en soi parce que rien, se dit rien que j'ai osé, je l'ai fait, je me suis offert ça, c'est immense. Ouais. Et il y avait cette conviction en moi de je vaux plus que ça. Je vaux plus que le ça va. Mm. Enfin, moi j'ai plein d'amis qui sont salariés et quand je leur demande comment ça va, comment ils vont plutôt, ils me disent ça va. Tu vois, genre ça va.
c'est pas l'extase, c'est pas la joie, c'est pas évidemment le fond du trou non plus, mais moi j'ai cette conviction qu'on vaut tous plus, bien mieux qu'un ça va. Ah, trop bien. Et tu avais déjà l'idée, du coup, d'accompagner des entrepreneurs quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Comment tu voulais te lancer pour Alors faire? pas forcément. Je me suis lancée par, par conviction que j'avais quelque chose à faire. En parallèle de mon école de commerce, j'avais déjà bâti un blog qui s'appelait Pêche et Églantine. Et c'est de là dont tout est parti. J'ai simplement gardé le nom parce que il me portait, il a beaucoup de sens pour moi. Ces deux mots ont beaucoup de sens, beaucoup d'importance. Et ça me semblait encore cohérent avec qui je suis, avec ce que je fais. Et, et encore aujourd'hui, ça me porte et ça, les connotations, enfin, ces mots ont toujours le même sens en fait pour moi et la même importance. Et du coup, je les ai gardés et j'ai découvert l'entrepreneuriat en école de commerce parce que ça reste un vivier, un milieu où on en parlait, alors que c'était pas du tout à la mode comme ça l'est aujourd'hui, hein, c'était il y a plus de 10 ans. Donc clairement, il y a eu un gros changement dans la société à ce niveau-là. Et ça m'a passionnée parce que l'indépendance, parce que l'autonomie, parce que la liberté, parce que la possibilité de créer ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de presque spirituel, c'est faire sortir de soi le feu intérieur, les étincelles, ce qui nous anime, ce qui nous habite intérieurement et lui donner vie. Tu vois, il y a quelque chose de bien plus poussé que juste remplir des besoins ou générer de l'argent. Enfin, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai, à mon sens, à moi. Et, et de fil en aiguille, en fait, j'ai continué du coup sur ce blog. Et puis il a grandi, la communauté a grandi, il y avait de plus en plus de visiteurs. J'ai lancé des réseaux sociaux, Instagram, YouTube, qui étaient mes plateformes de base. Et Et je puis de te fil en en aiguille, deux du coup, secondes, ce blog, c'était quoi la thématique du coup? c'était... alors au début, c'était surtout le bien-être, l'alimentation, le sport. Après, ça s'est tourné vers tout ce qui est, on va dire, dev perso, yoga. Et puis ensuite, l'entrepreneuriat. Ok. Donc tu vois, c'est un joyeux mélange. C'était déjà un joyeux mélange de qui je suis. Et c'est même pour ça que j'avais créé à la base, pour avoir un espace pour être moi. Parce Ouais. qu'en école de commerce, la petite nana que j'étais, elle se sentait pas forcément à sa place. Que ce soit dans les valeurs, dans les engagements, dans ce qu'on nous apprenait aussi. Il y avait des trucs intéressants et il y avait des choses à milieu de ce qui me semblait être vrai et juste, tant pour moi que pour la planète, la vie en règle générale. Et du coup, j'ai eu besoin de cet espace pour être vraiment moi. Et à la place de faire un simple journal intime, même si j'en ai quand même un journal où j'écris, je me dépose, je me suis dit que peut-être potentiellement ça pouvait toucher, aider quelqu'un et j'ai écrit sur Internet. Et c'était une époque où les blogs avaient beaucoup plus d'ampleur qu'aujourd'hui. Pour celles et ceux qui étaient peut-être là déjà à cette époque, c'était l'époque de Hello Coton, des blogs de mode. Voilà, il y avait un grand vivier qui se développait. C'était très joyeux, très festif, beaucoup de contacts là-dedans. Et j'ai décidé de donner une chance donc à cet univers que j'avais créé, sans savoir vraiment ce que j'allais faire. Et puis cette communauté qui a grandi, les personnes ont aussi commencé à me poser des questions, à me demander conseil, à me demander de l'aide. Et puis un jour, à les accompagner, à les coacher. Et du coup, je me suis dit, waouh. Alors ça me tente, parce que je pense que de base, nous, les accompagnants, les coachs, on a des personnalités qui, depuis le départ, peut-être notre tendre enfance, sont un peu comme ça. Mais mine de rien, ça s'improvise pas non plus. Donc, je me suis un peu formée sur tout ce que c'était. Je me suis dit, ah oui, ça me plaît. Donc, je suis allée plus loin. Et puis, en parallèle de ça, j'ai commencé à leur dire, bah, ok, on teste ensemble. Tu vois, en toute transparence je débute, je veux bien t'aider, mais on découvre ensemble. Et Mm. donc, c'est génial pour tester, pour se tester soi, pour que l'autre aussi puisse avancer. Et en même temps, en toute honnêteté et transparence, c'était important pour moi aussi. Et donc, de fil en aiguille, ça, ça a grandi comme ça. Mais sans que je le veuille, c'est plus la vie, les gens qui me tendaient des mains et puis je les saisissais parce que les opportunités, enfin, ou les chances comme ça que la vie crée, je me dis, on regarde, on voit, et si c'est chouette, bah, on continue, et puis si ça me convient pas, je trouverai autre chose. Ouais. Bah, c'est là où quand tu as ta place, tu deviens magnétique et t'attires à toi les gens Mm.
correspondre. Euh, Peut-être, ouais. Ultra inspirant ce partage. Tu faisais quoi du coup dans l'automobile? C'était un peu dans le marketing et la com ou pas du Ouais, j'étais dans le marketing. J'ai fait mon master en marketing et communication. Du coup, tout? c'est vraiment mon gros bagage là-dessus. Et donc oui, j'étais en communication, ouais, communication et marketing externe dans cette boîte. Alors, rien à voir. C'est très intéressant d'un point de vue stratégie, d'un point de vue management aussi. Tu vois, aujourd'hui, pour mon équipe, pour les personnes avec qui je travaille, j'ai appris, il y a des choses que j'ai vues, que j'ai ressenties, que je réapplique, ou au contraire ah, ça, je ferai pas pareil. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup appris. Ok, top. Et ce que j'aime bien du coup dans ton marketing aujourd'hui, en tout cas, c'est ce côté authentique, c'est ce Mm. côté éthique aussi, même si chacun met ce qu'il veut derrière l'éthique. Euh, Comment tu as réussi justement à aligner ça tout en ayant ce côté, bah, j'ai quand même envie d'avoir des clients. Tu vois, ce côté alignement entre authenticité et marketing où il y a quand même des bases, on va dire. Mm. C'est quoi un peu, comment tu as réussi à jongler avec ça? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça s'est été fait de manière fluide dès le début? Ouais. Je crois que je me suis jamais posé la question euh, parce que j'ai fait le tri très vite dans les techniques, les méthodes, les approches marketing qui ne me semblaient pas justes, ni pour moi, ni d'un point de vue éthique, humain, respect, etc. Et celles qui me convenaient, bah, je les ai remixées à ma manière à moi. Et je pense que c'est encore là une question de priorité de vie et de manière de vivre. Quand nos engagements, nos valeurs, nos convictions ont déjà une telle importance, ben en fait, ça nous paraît évident, normal, banal. Tu vois, il y a pas eu de conscientisation, il y a eu juste eu, ben ça je prends, ça je prends pas, et ça je fais à ma manière à moi, parce que comme c'est là, c'est pas exactement comme ça que je l'aurais fait. Et y mettre, en fait, c'est énormément de sincérité, de transparence, c'est très simple. Tu vois, le compliqué, il est plus dans les méthodes, les approches marketing un peu manipulatoires, etc. Alors que quand tu reviens au vrai, à la simplicité, à cette ouverture, cette sincérité, plus rien n'est compliqué. C'est comme quand tu arrêtes toi-même de porter un masque sur qui tu es, sur ce que tu aimes, sur ce que tu veux faire, etc. Il n'y a rien de plus simple que ça en réalité. Ouais, comme C'est tu les dis. masques, c'est les il faut, c'est les je dois, c'est les on dit que, c'est les ce sera pas accepté ou on va se moquer de moi, c'est tout, toutes les suppositions qu'on se fait dans notre tête et toutes les croyances que l'on a qui rendent les choses compliquées. Mais en vrai, ça l'est pas. Ni d'être soi, ni de d'avoir un marketing juste et éthique. Ouais, Encore une fois, c'est très personnel, comme tu l'as dit, mais chacun hum, des choses différentes derrière ça. Je pense que la plupart d'entre nous, on se lie quand même sur une éthique, qu'est-ce que c'est, globalement. Mais oui, ça varie, et quelque chose que moi je fais qui me semble tout à fait éthique peut être pas assez éthique peut-être pour d'autres qui sont encore plus à cheval peut-être sur ces termes. Mais voilà, le simple fait de générer de l'argent, pour certains, c'est peut-être pas éthique. Et, mais les gars, sinon j'aurais fait une association où je serais restée dans mon CDI et j'aurais fait autre chose. Ouais, Voilà, j'ai choisi d'être entrepreneur parce que ce que je fais, j'y crois. Je crois à la puissance que ça a, tant pour la personne que pour le monde en règle générale. Et pour que je puisse faire ça, ben, il faut que je puisse gagner de l'argent aussi avec. Pour pouvoir remplir mon frigo, payer mon loyer. L'argent que je gagne, il me sert pas à me faire des jets privés, enfin aller à l'autre bout de la planète en jet privé. Loin de là. Il me sert à, moi, avoir une vie qui me permet de continuer à faire ça, d'avoir une équipe que je suis hyper fière de pouvoir aussi payer, soutenir pour que elles, parce que je travaille essentiellement avec des femmes, puissent à leur tour vivre de ce qui leur plaît et créer un cercle vertueux, en fait. Tu vois, effet boule de neige. Et pour ça, il me faut de l'argent. Parce qu'on vit dans un monde, qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça bien ou mal, capitaliste aujourd'hui. totalement. Et j'ai choisi d'y rester. Tu vois, je pourrais me dire, bah, je vais dans un tiers-lieu, je sais pas quoi, et puis je vis en autonomie avec la nature, dans une petite maison. Pourquoi pas? J'ai choisi d'y rester. Et dans ce choix-là, ça implique que je génère de l'argent. Et Mm. j'ai aucune honte à ça et à même dire que euh, euh, pas que j'en veux plus, mais que je travaille aussi pour l'avoir et pour continuer à en redonner, à le mettre dans des actions chez des personnes, tu vois, même. Bah, je vais au magasin bio. Je suis super fière de pouvoir me payer ma nourriture en bio et de soutenir du coup des agriculteurs et de participer à ce mode-là, enfin ce mode de vie-là plutôt, cette vision-là. Et ça, c'est grâce à l'argent que je génère. Et si je m'empêchais d'en générer ou d'en générer plus, bah, je pourrais peut-être pas. Ouais, carrément. L'argent là-dessus, c'est juste
un flux comme un autre, je pense qu'il faut le voir. Et bah, plus tu en as, plus tu peux le redistribuer. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et justement, tu parles de trouver ce qui est juste, de se libérer du regard des autres et des il faut. Tu as des hacks ou des astuces pour toi te dire, attends, là, je suis en train de dévier, je subis un il faut, je subis un regard des autres. Ou, enfin voilà, comment tu fais pour te poser un peu tes limites et dire, ah, là, peut-être que c'est pas ce qui me correspond. Ouais. Je pense que c'est beaucoup de conscience de soi et de relation à son corps, notamment, enfin moi, à mon corps. De, je le sens dans le ventre. Je sens que ça se rétracte. Je sens comme un nœud de là, je m'oblige à quelque chose qui est pas juste. Et au fil du temps, c'est devenu assez instinctif ou naturel, tu vois. Et, bah non, là c'est un non ou là c'est pas maintenant. Tu vois, le podcast, par exemple, je donne un exemple pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, bah, j'ai dû le décaler. Mm. Parce que à l'instant T du premier échange prévu, c'était pas juste. Et par respect pour moi et pour toi, et pour toutes celles et ceux qui sont en train de nous écouter, je préfère être là dans un moment juste. Ouais. Parce que si je me force, ce sera désagréable et pour toi et pour moi. Mm. Et pourquoi? Pour honorer un rendez-vous et être politiquement correct. Je me dis que peut-être tu l'aurais pris mal, mais que derrière mon intention, c'est aussi que ton podcast il soit peut-être encore plus chouette que si on l'avait enregistré au premier instant. Ouais, Et carrément. donc ça vaut le coup de peut-être ça va la blesser, la toucher, ou qu'elle va me juger parce qu'elle va se dire ah mais elle décale tout, elle est pas fiable. Peut-être que tu aurais pu penser ça, mais j'en sais rien. Et peut-être que tu as pu penser bah elle se respecte, elle s'écoute et c'est chouette. Mm. Dans tous les cas, j'en sais rien. Tu vois, et il y a ça aussi, c'est au début ça m'a beaucoup aidé et challengeante pour moi ta question parce que ça nécessite de revenir Ouais, assez loin derrière. Mais je sais que ça m'a aidé de prendre conscience que il y avait une panoplie immense de potentielles pensées que tu pouvais avoir sur moi et qu'elle n'était pas forcément négative. Que oui, tu pouvais dire, ah, elle est pas fiable. Et qu'en même temps, tu pouvais dire, avec la même proportionnalité que ce soit le cas, ah bah tiens, elle se respecte. Et c'est chouette et c'est un bon exemple. Ou Mm. limite, ah, ça m'arrange. Tu vois? Et donc, Je me suis dit dans mes d'ailleurs. croyances de vie, dans mes croyances de vie, eh ben, j'ai choisi que quand je sais pas, quand il y a autant de, euh, ouais, quand vraiment je n'ai aucune idée de la proportionnalité que les choix peuvent avoir, bah, je choisis de croire ce qui m'arrange d'une certaine manière. Vu que dans tous les cas, tout est possible et que j'en sais rien. Bah, autant prendre la croyance qui me porte, qui me permet d'avancer, qui me permet d'oser. Ouais, Voilà. excellent conseil. Ne pas faire de suppositions et aller justement bah, sur le pari qui nous arrange. Ouais. Et justement, si on revient sur un peu poser ses limites, etc., je t'avais contacté parce que j'ai vraiment apprécié ta communication sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Bah là, en fait, je m'en vais, entre guillemets, des réseaux sociaux, je fais un break, je reviens, je reviens avec une nouvelle approche, j'avais besoin de me retrouver. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé à ce moment-là et quelle a été justement peut-être la goutte d'eau ou le truc qui t'a fait dire waouh, là, faut que je prenne un break? Parce qu'on se Mm. trouve très vite avec les réseaux sociaux, on rentre dans un jeu où on se rend même plus compte, on est en mode pilote automatique. Et qu'est-ce qui t'a fait dire waouh, là, justement, je suis en pilote automatique, il faudrait peut-être que je prenne un peu de recul sur les réseaux. Ouais. Ouais, effectivement, les réseaux sociaux, j'ai grandi avec ces 10 dernières années, comme beaucoup d'entre nous. Et dans l'entrepreneuriat, ils me prennent une place énorme. Déjà, dans la vie de mes amis salariés, je les vois, c'est énorme la place que ça prend. Mais dans la nôtre de vie, c'est encore plus immense parce que bien souvent, c'est lié à notre chiffre d'affaires, à notre entrée d'argent, au nombre de clients qu'on va avoir. Tu vois, et il n'y a plus du tout, en tout cas chez moi, j'avais perdu l'envie de partager, l'envie de créer. Parce qu'à la base, j'adorais poster sur Instagram ou faire des vidéos sur YouTube ou après le podcast pour la créativité que ça me permettait de déployer. Je suis quelqu'un de très créatif, tu vois, j'ai fait une partie de mon bac art plastique, théâtre. Et du coup, il y a toujours eu cette fibre en moi que j'ai besoin d'exprimer quelque part. Et je sais pas peindre, je sais pas dessiner, il y a plein de trucs que je sais pas faire, j'ai pas appris à faire, j'ai pas voulu apprendre à faire.
Peut-être que je serai pas douée. Enfin, bref, on s'en fout. Et au pire, on s'en fout si je suis pas douée dans le truc, mais ça me fait du bien, c'est très bien. Et ça suffit amplement. Mais c'est cette créativité-là que je cherchais à la base et qu'effectivement j'ai perdu parce que c'est devenu un il faut que je poste et que ce soit intéressant et que ce soit pertinent et que ce soit vendeur mais pas trop et que ça donne envie et que ça me rapporte des abonnés qu'en même temps ça touche les personnes qui sont déjà là. Enfin, tu vois, tu te mets un myriade de il faut, de je dois, de critères que ça doit cocher et tu perds tout plaisir là-dedans. Et ça devient juste un, un énième truc à cocher sur ta to-do qui doit sembler léger, naturel, spontané et joyeux, et qui en fait est devenu un poids immense sur tes épaules. Mm. Et, et là, ces derniers mois, c'est vrai que ça a grandi particulièrement. Même cette dernière année et demie et ma vie privée, ce que j'ai vécu dans ma vie privée a aussi impacté ma vie professionnelle parce que j'ai vécu une séparation qui a été compliquée pour moi à accueillir. Euh, et du coup, plein de remises en question qui vont avec, plein de difficultés, de douleurs intérieures qui vont avec. Et quand en plus, tu dois porter ton entreprise et payer ton équipe et honorer tes contrats avec tes clients et être là pour elles, tu passes en retrait et tu passes, comme tu l'as dit, en mode pilote automatique. Mm. Et j'avais plus de joie à rien, ni à créer, ni à coacher, euh, ni à être avec des amis. Enfin, il y avait vraiment une perte de sens complète parce que tout devenait un poids, une obligation. Et du coup, c'est là où je me suis dit non, c'est plus possible, il faut que tu changes des choses. Et mine de rien, on a beau le savoir, c'est pas pour ça qu'on l'a intégré, qu'on réussit à le faire. Et donc, il y a eu des montagnes russes, tu vois. Parfois, j'arrivais à m'en détacher et d'autres fois, j'allais un peu plus mal et il me faut des clients, il me faut de l'argent, il me faut du je sais pas quoi. Alors que j'avais déjà des clients et de l'argent. Mais tu vois, notre cerveau, c'est comme s'il anticipait un potentiel manque. Ouais. Et j'ai beau avoir travaillé sur ma relation au manque qui a été très compliquée aussi dans ma vie, mais là, par le passé, l'enfance et compagnie. euh, que mine de rien, je pense que quand on est dans des situations de détresse, enfin, ou de complications, de difficultés, de souffrances, il y a des parts de nous qu'on croyait avoir guéries complètement qui refont surface. Des peurs, des croyances, des choses comme ça. Et je pense que ça a été le cas à certains moments. Et du coup, ça faisait un peu les montagnes russes de tout va bien, je suis détachée, et ensuite je replonge. Et ça va de nouveau plus, et je suis de nouveau dans ces je dois, dans ces il faut que je poste, c'est que je crée, et je me compare, et patati et patata. Et ça, je tiens à le dire quand même aussi, que peu importe votre stade de développement entrepreneurial, la comparaison, les doutes et les peurs, ils sont toujours là. Que l'on soit en train de se lancer, que l'on ait 10 ans de boîte derrière soi. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des clientes, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont entrepreneurs à leur compte, dans plein de domaines différents. Certaines ont des marques, certaines sont plus dans l'accompagnement, le coaching, les services. Cette comparaison à la concurrence, aux autres, et sur les réseaux, évidemment, d'autant plus, on vit dans une société où c'est omniprésent, la potentielle comparaison, elle est toujours là. Quel que soit le chiffre d'affaires, quelle que soit l'équipe, quel que soit le bagage et les expériences derrière, la pseudo-légitimité qu'on peut donner aux personnes. Tout ça, ces peurs, ces doutes, cette comparaison, cette croyance de je ne fais pas assez ou je ne suis pas assez, elle touche tout le monde. Et tu C'est crois juste justement qu'on peut avoir... s'en libérer? Pardon, vas-y. Tu crois justement que c'est possible de s'en libérer à 100%? À titre personnel, je pense que c'est pas possible, mais j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Mm. Je crois que c'est avec le temps, ça devient plus facile de se connaître, se comprendre, de se voir et de switcher Ouais. et de se préserver. Tu vois, aujourd'hui, moi, quand je sens qu'il y a cette espèce d'angoisse qui monte, je sais quoi faire et je plonge pas dedans. Je l'écoute, je l'accueille, je prends du recul, je vais me balader. Mais du coup, elle me fait pas créer parce que je crée de la merde. Pardon, mais tu vois, c'est sous pression, c'est pas juste. Et je suis pas fière de moi. Et c'est hors de question aujourd'hui que je poste des choses dont je suis pas fière. Ça veut pas dire que ça va marcher. Ça veut dire que le message et l'intention que j'y mets, elles sont vraies. Et c'est tout ce qui compte. C'est ça qui fait ma fierté aujourd'hui, c'est quelle intention, quel cœur, quel message j'ai glissé là-dedans. Mm. Tu vois, est-ce que c'est sincère? Ça m'empêche pas de vendre, ça m'empêche pas de parler de mes accompagnements, de mes coachings, de tout ce qu'on peut faire ensemble, mais
le fond derrière, est-ce que c'est dans la peur du manque que je poste ça, par exemple, ou est-ce que c'est dans l'envie d'inspirer, l'envie de soutenir, l'envie d'accompagner? Et ça change tout. Ouais. C'est là où on prend du coup du plaisir à créer, en fait, comme tu le dis. Ouais. Et c'est là où ça se ressent. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, est-ce que tu le remarques que, alors je sais pas si tu as fait l'exercice, hein, mais que tu génères peut-être plus de ventes quand tu es plus authentique que quand tu fais des posts un peu forcés parce Ah oui, que... c'est sûr. Ah, c'est une évidence, c'est sûr. Bien sûr, il y a des fois où, bah, mine de rien, je sais pas, tu prépares un lancement, il y a des posts que tu as pré-préparés qui sont peut-être un peu moins dans la spontanéité, euh, dans l'évidence, qui restent authentiques et sincères, mais où il y a plus ce, Ouah, j'ai ce message à partager et cet élan qui m'habite. Et du coup, d'autant plus, les posts où on vend, où on parle de nos offres, marchent toujours moins que Mm. les posts où on parle de nos difficultés, voilà, où on est juste humaine, humain. Et je pense qu'il faut les deux. Et aujourd'hui, ma stratégie, c'est d'avoir des posts, des contenus, parce que j'ai aussi une newsletter, un podcast, une chaîne YouTube, etc. Ce qui me permet de parler de mes offres d'un peu partout et en même temps d'être humaine, d'apporter de la valeur, de connecter avec les gens un peu partout aussi. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'est créer un vrai juste milieu entre... Il y a des posts qui sont là pour mettre en avant mes services, rappeler ce que je fais, qui je suis, qui j'accompagne, à quel point ça peut aider, pourquoi c'est important d'être coaché et accompagné quand on est entrepreneur. Et tu es la première à le savoir, je le sais. Euh, et c'est OK qui marche moins. Tu vois, l'intention derrière, c'est de mettre en avant mes produits. Et donc là, je sais que c'est pas les posts qui vont buzzer. Ouais. Et puis il y a d'autres posts qui sont vraiment juste dans l'élan, dans l'authenticité, dans oh, faut que je dise ça. Et ça m'habite et c'est en train de bouillir en moi et ça doit sortir. euh, qui ont plus, pas du tout cette même intention-là. Et du coup, c'est juste à chacun, chacune, de se dire là, l'intention du poste, c'est de vendre. Et c'est OK que ça marche moins bien. Et il y aura peut-être pas de commentaires. Et puis les autres, il y aura plus de commentaires parce que ça va toucher les gens. Parce que voilà. Et c'est cet équilibre. Et c'est parce que les gens vont avoir peut-être créé un lien, une sensation de connexion avec les posts où je parle pas du tout de mes offres, je parle plus de ce qui me traverse dans l'intention de peut-être faire écho chez d'autres. Mm. Là, on crée du lien. Et puis ensuite, si un jour, ils ont envie d'aller plus loin, s'ils sentent l'élan de déployer leur activité, d'amplifier leur communication, de clarifier, de structurer leur stratégie, d'agrandir leur équipe, de se créer un réel équilibre de vie, bah là, grâce au poste où j'ai parlé de mes accompagnements, de mes coachings, de mes formations, ils auront peut-être le déclic. Peut-être que ce sera, ah oui, c'est elle que j'ai envie vers qui j'ai envie d'aller. Ouais. Il n'y a aucune obligation, mais c'est des graines que l'on sème à chaque fois. Ouais, ultra intéressant. Et du coup, là, ça me fait poser une question, là, quand tu dis j'ai l'élan pour écrire quelque chose, tu as une sorte de calendrier éditorial où justement tu ne postes que en fonction de l'élan, c'est-à-dire bah, il y a des semaines, il y a peut-être un post, il y a des semaines, il y a peut-être cinq posts. Non, j'essaye, j'ai pas de calendrier éditorial. J'ai des listes de contenus que j'ai préécrits ou d'élan comme ça qui me viennent ou de phrases qui popent dans ma tête. Je me dis, ah, ça peut, j'ai envie de le mettre quelque part, de déposer quelque part pour peut-être que ça résonne chez certains, certaines. Parfois, ça devient un post Instagram. Parfois, ça devient une newsletter. Parfois, j'en parle dans une vidéo, un vlog sur YouTube. Mais je sais que je vais le déposer quelque part. Et du coup, j'ai un espace sur Notion, parce que j'utilise Notion, où j'ai toutes mes idées. Puis, quand je suis à court d'idées, je vais en prendre. Je viens voir ce qui résonne à ce moment-là. Tu vois, parce que c'est pas parce qu'il y a eu l'élan, un pop une fois, que à chaque instant, ça va être aussi juste. Et donc, j'essaye dans cette liste, quand j'ai envie de créer quelque chose, parce que j'essaye quand même de garder une régularité. Tu vois, j'ai pas un calendrier où là, pendant un mois, je sais que dans 3 semaines, il y aura tel post sur tel sujet. J'en sais rien. Par contre, j'essaye quand même de poster un minimum 2, 3 fois par semaine sur Instagram, d'être là globalement tous les jours en story, parfois beaucoup parce que j'ai beaucoup à dire, parfois très peu parce que je partage, je sais pas, une séance de course à pied que j'ai faite, un témoignage, une citation, enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais j'essaye quand même de garder cette régularité parce que mine de rien, c'est aussi hum, une autodiscipline qui est importante pour moi. C'est pas coucou, je suis là quand ça m'arrange. Et du coup, ça crée aussi un sentiment de confiance envers l'autre. L'idée, c'est que les gens voient que je suis quelqu'un qui tient ses engagements, qui est là,
qui est constante, qui est régulière, qui va pas les laisser tomber. Ouais. On n'y pense pas souvent, mais l'idée, c'est de créer, oui, des rendez-vous avec sa communauté pour, comme tu regardes, je sais pas, le journal télé à 20h, bah, là, tu as le post de bidule. Par exemple, moi, je sais que je poste not- logiquement, le mardi, le jeudi et le dimanche vers 20h. Ben voilà, les gens qui me suivent savent qu'il y a cette régularité-là et qu'à 20h, ces jours-là, il y aura un post de moi, Mm. globalement. Parfois, il n'y en a pas et je vais pas m'excuser pour autant. Tu vois, ça c'est aussi important, c'est je ne dois rien à personne. Oui, d'être là, oui, à mes clientes, hein, ça, mais c'est encore autre chose. Là, on parle des réseaux sociaux. Sur Instagram, je ne dois rien à personne, ni à ma communauté, ni à l'algorithme. Mm. Je les remercie, pas l'algorithme, ma communauté, parce que quand même, c'est grâce à elles que je suis là, que je continue depuis toutes ces années, que elles font partie de mes clientes, tu vois. Mes clientes sont dans ma communauté aussi. Mais par contre, je vais pas mettre ma santé mentale ou des moments avec ma famille ou mes amis après la création d'un post sur Instagram parce que je me dis, ah putain, là, il faut que je poste. Non, s'il n'y a pas un post ce mardi, c'est pas grave, il y aura un post peut-être jeudi. Tant que Mm. c'est pas tous les mardis ou tous les jeudis ou que ça continue pendant des mois et des mois, c'est OK. Je me laisse, si tu veux, un, euh, un saut, un, un moment de procrastination, un jour de décalage, mais pas deux. Ok. Tu vois, c'est comme si tu veux te mettre au sport, tu te dis, bah, je vais faire 10 minutes de sport tous les jours. Comme ça, dans ma semaine, ça me fera ouais, 10 minutes de sport, c'est chouette. Mais si je faisais ça, je me dirais, je peux sauter une fois, un jour. Parce que parfois, bah, on va pas bien, on a des amis qui sont venus, bah, c'est cool, on prend l'apéro plutôt que faire notre séance de sport. Ok, mais pas 2 jours d'affilée. Parce qu'à partir de 2 jours, là, ça commence à être trop récurrent et on finit par se dire, ah non, foutu pour foutu, ça fait une semaine, oh, pff, ça sert plus à rien. Tu vois, donc c'est un très bon conseil aussi que je partage souvent à mes clientes de se laisser une fois un break, un moment où on le fait pas. Et c'est ok parce qu'on est humain, mais pas deux. Après, je reprends. Par engagement pour moi, Ouais. par amour, par respect pour moi. Et ça, c'est vrai, j'avais lu, alors je me rappelle plus de la stat, mais il y a une étude qui a été faite qui, justement, si tu rates plus de 2 fois quelque chose, donc si justement tu fais une ou 2 fois, je crois que tu as 80% de chances d'arrêter totalement ta routine ou ce que tu es en train de faire. Ouais, ouais, ouais. Oui, d'un point de vue neurosciences, c'est prouvé ce que je raconte. Je sors pas de mon chapeau. J'ai pas Mhm. l'étude. J'ai pas. C'est pas moi qui ai fait la recherche évidemment, mais effectivement, c'est prouvé que dès qu'on saute plus de 2 fois, et c'est pour ça que c'est un conseil très très pertinent qui à la fois soulage, crée de la légèreté. Tu vois, parce que moi le no pain no gain, c'est pas mon délire. Par contre, le peace and love, je fais rien. J'attends que la loi de l'attraction m'amène ce que je veux en restant en shavasana sur mon tapis de yoga, je vais pas aller très loin comme ça. Donc tu vois, c'est un juste équilibre à trouver entre je me force parfois, j'ai de l'autodiscipline, j'ai cette détermination-là qui m'habite et que j'ai dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit l'entrepreneuriat, le sport, mes relations, mon alimentation, ma santé physique, mentale, tout ça. Mais pour autant, je vis pas pour souffrir constamment. Tu vois, c'est non. Je vis pour vivre, pour découvrir, pour ressentir. C'est pas agréable tout le temps. Mais néanmoins, ça ne doit pas être de la douleur non plus. Donc voilà, c'est ce juste équilibre à trouver là entre je me pousse, je m'oblige parfois parce que c'est pas la vie est pas simple et belle tout le temps, mais je le fais pas au détriment de ma santé mentale parce qu'à la fin c'était devenu ça. Et tu me demandais le grand déclic. Le grand déclic a été avant mes vacances en juin, donc fin mai, il me semble. C'est que je rentrais de la salle de sport. Je fais du crossfit, je rentrais de mon WOD, comme on dit. Et j'ouvre Instagram par réflexe. Tu vois, je venais de rentrer mon vélo et je faisais un petit tour de quartier, juste pour laisser profiter du moment. Il était 18h, il faisait encore beau à ce moment-là. Et, et j'ouvre Instagram. Sans m'en rendre compte, vraiment, tu sors ton téléphone, tu tapes comme un débile, pardon, mais c'est Ouais. vraiment la sensation pour moi que j'ai eue sur l'icône Insta et ça s'ouvre. Et là, j'ai vu en haut, dans la petite bulle des messages, 3 messages en attente. Et j'ai fondu en larmes. Ouais. J'ai fondu en larmes parce qu'il y avait, je l'ai pris comme une sursollicitation, une intrusion dans ma vie. Un, oh putain, il faut,
je dois quelque chose à quelqu'un et là, j'ai juste besoin d'être avec moi. Mm. Parce que j'étais fatiguée, parce que la séance avait été intense, parce que j'avais enchaîné plein de choses dans la semaine. Là, j'avais juste besoin de marcher dans mon quartier et d'être dans ma bulle, avec rien dans mes oreilles, rien dans mes mains, juste moi avec moi. Et je m'étais trahie de ça en ouvrant cette application et en donnant de l'espace à ce qui n'était pas juste pour moi. Et ces personnes, en soi, elles me demandaient pas du tout de répondre dans la seconde. Elles me Mm. demandaient pas de, enfin voilà, il y avait aucune obligation. Mais c'est moi dans ma tête où je me suis dit, là, il y a un truc qui a débloqué. Tu peux pas fondre en larmes parce qu'il y a trois personnes qui t'ont écrit un message et Mm. où tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Et la plupart du temps, enfin sur Instagram, c'est assez bienveillant. Ouais, carrément. Et là, je me suis dit, là, il y a un vrai souci. Et c'est pour ça que je ferme l'application, j'ai rangé mon téléphone, j'ai fini ma balade. Et, et j'ai commencé à vraiment réfléchir là-dessus, à qu'est-ce que je devais changer. Parce que là, j'étais dans une phase, on parlait tout à l'heure des hauts et des bas, des montagnes russes. Là, j'étais clairement au bas. Et je voulais remonter, mais je voulais pas remonter de la même manière. Ok. Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien? Parce que tu es quand même énormément en création de contenu, tu es sur un peu toutes les plateformes, tout ce qui existe. À quoi ressemble un peu ton quotidien? Hmm. Euh, je commence la journée toujours avec le plus important. Moi. Moi, mon bien-être, ma santé mentale, ma santé physique, les gens que j'aime. Enfin, quand je dis moi, c'est ma vie d'à côté. Pas ni les réseaux, ni mes clientes. Et j'assume de le dire. Mes clientes, je commence à être avec elles et disponible à partir de 9 heures. Et avant, c'est du temps pour moi. Alors aujourd'hui, il faut aussi savoir, je pense que c'est important pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai pas d'enfants. Donc j'ai pas les obligations qu'un parent peut avoir. Encore moins une mère célibataire. Et c'est très important à prendre en compte parce que je sais que j'ai aussi des clientes qui, de temps en temps, se comparent à moi et on en parle malheureusement elles le font, mais tant mieux, on peut en parler. Et elles oublient en fait qu'on n'a pas du tout un contexte de vie similaire Mm. et que j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants, que du coup ça devient plus facile pour moi d'avoir 2, 3 heures. En général, je me lève à 6 heures. À 6 heures, bon, je vais à la salle de bain, euh, je fais du raclage de langue. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Un Mm. rituel ayurvédique. Bah, c'est un petit appareil en acier qui permet de racler la langue. Et en fait, la langue, durant la nuit, accumule énormément de toxines et de déchets, on va dire. Et du coup, ça permet de les enlever parce que sinon, tu les avales dès que tu commences à manger ou à boire le matin. Donc voilà, petit rituel, je me débarbouille le visage, etc. Ensuite, je vais prendre un grand verre d'eau ou de jus, pas de jus, de, un verre d'eau avec un peu de jus de citron. Voilà, ça me permet de me réveiller. J'aime bien le goût. C'est pas du tout pour brûle-graisse ou j'en sais rien, quelle bêtise on peut trouver par rapport au jus de citron. Moi, c'est vraiment parce que j'aime le goût et ça me permet de boire plus d'eau, notamment au printemps-été ou sinon je me fais des tisanes d'été. Là, j'ai un peu moins envie de ça, donc c'est juste un prétexte, comme certains vont mettre du sirop. J'aime pas du tout enfin, je me suis désucrée, on va dire. Donc je consomme très peu de produits vraiment sucrés, mais là, ça me permet de boire. Donc je fais ça. Ensuite, je vais lire quelques minutes, le temps de boire mon petit verre, voilà. Ensuite, je fais du yoga ou des étirements. Ensuite, en ce moment, je vais courir. C'est pas quelque chose que je faisais avant. Et je me rends compte que ça me fait énormément de bien. J'ai commencé ça quand je suis partie en vacances, justement, en juin, où j'ai tout coupé. Après cet événement-là dont je vous parlais il y a quelques instants, je suis partie en vacances pendant 3 semaines et j'ai vraiment coupé. J'ai enlevé Instagram de mon téléphone. J'étais quasiment pas là pour... bon, si, je répondais aux SMS, tu vois, mais du coup, il y a que les personnes très proches de moi qui ont vraiment mon numéro. J'avais prévenu mes coachés, on avait décollé les coachings. Enfin, voilà, j'avais évidemment anticipé les choses, je m'étais pas barrée comme ça. Euh, mais ouais, j'ai commencé à courir le matin. Alors qu'avant, j'étais, ah mais non, j'ai faim le matin, j'ai pas d'énergie, nanani. Et en fait, découverte mes puissances 10 000, ça me rebooste, ça me donne une énergie de dingue. L'idée, c'est pas d'aller vite, l'idée, c'est pas de performer quand je cours. L'idée, c'est vraiment d'être en endurance fondamentale, comme on dit, donc de courir assez lentement par rapport à mon rythme cardiaque pour pas qu'il s'accélère trop. Et que du coup, ce soit juste les endorphines, les hormones du bonheur, que je sois à l'extérieur, que je sois dans la nature,
J'ai choisi mon appartement parce qu'il est proche aussi de pas mal de points de nature et du coup, ça me permet d'être relativement facilement entourée d'arbres à côté de l'eau et pas du tout dans le béton et les bagnoles et compagnie. Et en fait, je fais ça en ce moment le matin. Euh, ça peut aller de 3 à 12 kilomètres. Tu vois, y a pas du tout de norme de je pars en me disant bah tu fais minimum 3. C'est mon challenge parce que au bout de 3 ça commence à potentiellement devenir agréable. Avant, t'es juste en mode ah, j'ai pas envie, ah, il fait froid, ah, j'ai mal là, j'ai envie de me moucher, ah, mais il faut que je fasse pipi. Pff, voilà, t'es un vrai gosse dans ta tête. Au bout de 3 kilomètres, le plaisir peut commencer à venir. Parfois, j'ai pas envie de continuer, je rentre chez moi. Et parfois, eh ben, l'élan a pris le dessus, et puis je continue, et puis je vois où le vent me mène, et je finis par rentrer chez moi aussi, quand même. Donc voilà. Et après, petit déjeuner, café et travail. Et jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que j'ai fini mon café et que je sois devant mon ordinateur, je n'ai pas allumé mon téléphone. J'ai pas mis le wifi parce que je vais quand même courir avec un podcast dans les oreilles. Ça m'inspire, ça me met en énergie aussi. Mais je laisse le mode avion et j'allume le Bluetooth pour reconnecter mes écouteurs. Euh, et donc, je n'ai pas regardé ni mes mails, ni Instagram, ni mes messages, ni je sais pas qui. Je suis avec moi. Voilà. Et le soir, pareil. Souvent, j'ai un sas de décompression. Je fais aussi souvent une séance de sport. Alors, si j'ai fait 10 kilomètres le matin, je fais pas une grosse séance de sport le soir, hein, évidemment. C'est plutôt type yoga ou quelque chose d'assez doux. Et sinon, je vais au CrossFit le soir. Et à partir du moment où j'ai ma séance de CrossFit, pareil, je déconnecte. Alors, de temps en temps, j'ai un message d'une cliente qui m'envoie sur Telegram parce que avec enfin, la plupart de mes clientes en individuel, on a un espace sur Telegram pour échanger, pour que je puisse les accompagner au quotidien, où il y a un vrai soutien, tu vois, on se voit pas juste une fois tous les 15 jours. Il se passe plein de choses en 15 jours et parfois c'est à l'instant T quand, je sais pas, on a un email compliqué, quand on est en plein doute, qu'on a besoin de parler à son ou sa coach. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé ces espaces-là qui sont géniaux et ça permet de gagner un temps fou aussi, d'aller beaucoup plus loin, d'avoir beaucoup plus de puissance dans l'accompagnement. Et du coup, au niveau des résultats, ça se ressent aussi. Du coup, de temps en temps, voilà, si j'ai ma séance à 17h, c'est un peu tôt. Bah voilà, à 18h30, je peux encore répondre à mes clientes. Mais sinon, globalement, je coupe tout. De temps en temps, quand je poste à 20h, je fais quand même un petit coucou sur Insta si j'ai un post qui est là, répondre aux messages, le partager en story. Et puis après, ciao. Et rebelote le lendemain, à partir de, on va dire 9h, 8h30, 9h, je suis de nouveau sur mon téléphone. Enfin, en tout cas, dans la posture de l'entrepreneur. Et Ok. ça me permet de switcher entre, je suis l'entrepreneur globalement dans la journée, je fais une pause entre midi et deux, hein, évidemment, 2 heures de pause, et d'autres au sein même de ces blocs de temps, pour le goûter, pour aller boire un truc, pour aller faire un tour, etc. Je partage beaucoup sur vraiment mon rythme de vie. On le voit dans pas mal de mes vlogs. Si ça intéresse un peu plus en profondeur certaines personnes, là, je montre plus bah, les balades, les siestes. Voilà. Ma journée n'est pas du tout en mode hustle et tâche, tâche, tâche. Il faut que j'avance. Non, c'est très dans l'écoute, dans la productivité quand même, mais dans l'écoute. Et c'est quand je m'écoute que je suis la plus productive. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu exactement à ta question, mais Carrément, ultra intéressant. Comme tu dis, bah, moi qui ai des enfants, je me suis dit, bon, ok, moi, à 9 heures, j'ai plus les enfants, ça y est, le me-time peut commencer. Donc, ouais, attention, comme tu dis, à ceux qui ont des enfants. Moi, j'ai fait beaucoup l'erreur, hein, dans les débuts, quand bah, je me suis ouais. lancée dans l'entrepreneuriat avec ma fille qui avait 3 mois. Et j'ai passé les premiers mois à me comparer aux entrepreneurs qui avaient des enfants. Ouais. Donc, il n'y avait pas. Comparez-vous uniquement aux personnes qui ont la même vie que vous. C'est ça. Dans le même contexte, avec le même niveau de richesse, la même structure familiale, le même contexte économique. Enfin voilà. Et si vous comparez, prenez toute la vie de la personne à côté. Ouais, carrément. Tu vois, je pense que n'importe qui peut se comparer à des grandes figures, je sais pas, euh, je sais pas, est-ce que tu as un exemple d'à qui tu peux te comparer ou tu as pu te comparer par le passé? Je sais que moi, je m'étais beaucoup comparée dans mes débuts à Charlotte Apieto, mais qui n'a pas Ok. d'enfant et qui, du coup, bah, elle avait plein de me-time partout. Et moi, je disais, mais comment elle fait pour trouver le temps pour elle? Parce que patati. En fait, dans les faits, je travaillais aussi peu qu'elle, mais c'est juste qu'il y avait tellement la famille et les enfants de partout que j'avais pas l'impression d'avoir ce temps pour moi. Ouais. Ouais, et puis est-ce que tu prendrais toute sa vie? Est-ce que tu t'enlèverais aujourd'hui tes enfants et ton compagnon de ta vie pour avoir la même vie qu'elle?
Ouais, bah exactement. C'est là où, comme tu dis, il faut prendre le global, comme les gens qui ont, Ouais. font des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui travaillent à 24, qui n'ont pas de week-end, qui n'ont pas de vacances et tout ça. Je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on est prêt à faire les sacrifices. Je dis toujours à mes clients, moi aussi, on est à notre niveau de là où on est prêt à faire les sacrifices. Pour passer le niveau d'au-dessus, en général, il y a toujours des sacrifices à un moment donné à faire, c'est ce qu'on est prêt à les faire. Euh, Ouais, d'où l'importance de se connaître, de créer ses règles, ses normes, et de pas se laisser happer par les il faut de la société, par ce qui est valorisé, validé, parce que nos parents voudraient qu'on soit, parce que on croit devoir être nous-mêmes pour plaire ou être aimé, et vraiment créer sa vision du succès à soi pour qu'en fait les sacrifices ne soient plus vus comme des sacrifices, ouais. que ce soit juste vu comme des priorités que j'ai mis à des endroits que j'ai choisis en conscience et qui me conviennent et qui me rendent éperdument heureuse. Ouais, carrément. C'est le fameux effort qu'on est prêt à faire finalement. C'est se dire, waouh, ça demande de l'effort, mais ça me fait plaisir. Comme le sport. Le sport, en vrai, qu'on se le dise, c'est des efforts. Ah ouais, ah non, mais à ce matin, pardon, à ce matin, à 6 heures ce matin, j'avais aucune envie. Il y avait un vent froid, il faisait encore nuit, alors que là, il y a grand soleil, il fait déjà, je pense, 30, 20 degrés, 25 peut-être, mais aucune envie. Et je suis rentrée à 7 heures, j'étais refaite. Et rien que parce que je me suis pas écoutée, je me suis bougé les fesses et j'y suis allée et j'ai tenu mes engagements envers moi-même. Ouais. Et ça, on les oublie. On veut s'engager envers les autres, faire plaisir aux autres, être aimé, patati. Mais est-ce qu'on est aimé de soi? Est-ce qu'on tient ses engagements envers soi? Excellente C'est question une- à Ouais. se poser. Et je vous invite, nous tous, à nous la poser, à nous la rappeler. Est-ce que là, en faisant ça, en disant ça, en pensant ça, je tiens mes engagements envers moi? C'est génial, Pêche, parce que tu sais que je finis toujours l'épisode du podcast avec une question à méditer en marchant. Et du coup, tu as anticipé la question qui est excellente, ce qui est Hmm. est-ce que vraiment je tiens mes engagements envers moi-même? Donc, si vous voulez votre question à écouter et méditer en marchant et en musique, restez bien jusqu'au bout. Je vois le temps qui passe, Pêche. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager à ceux qui justement cherchent à remettre un peu de sens, de soi, d'authenticité dans leur vie entrepreneuriale ou même salariée? Est-ce que tu as un dernier conseil que tu n'aurais pas encore partagé? Peut-être vous poser une autre question, parce que ça commence par là, c'est par la prise de conscience que tout commence. Passer à l'action, c'est essentiel, sinon on ne serait pas entrepreneur, on serait politicien. On aurait des grands discours, mais rien dans les faits. Nous, je crois qu'on a décidé de notre vie autrement, d'être dans le concret aussi. Mais ça commence dans cette conscientisation et peut-être demandez-vous, qui seriez-vous et que feriez-vous si vous n'étiez pas et ne faisiez pas ce que vous croyiez devoir être ou faire? Si vous détachez de tous les il faut, de tous les je dois, des schémas familiaux, des pseudo-obligations, de la pression sociétale, qui seriez-vous? Qu'est-ce que vous autoriseriez? Une excellente question, encore une fois, à réfléchir. Un grand merci à toi, Pêche, de nous avoir partagé ton quotidien, ton histoire, tes conseils. C'était ultra inspirant. Pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux, même si on sait que voilà, faut les messages. Non, Attends, non, mais c'est bon. non, je rigole. Non, La période est passée, aujourd'hui, il y a pas de souci, vous fait inquiétez pas. toujours plaisir d'avoir des petits messages. Ouais. Comme toute personne qui vous envoie des messages, c'est normal si on ne vous répond pas dans l'heure qui suit. Ne vous inquiétez pas. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Quelles sont les plateformes un peu que tu préfères? Ouais. Le plus simple, ça reste Instagram. Après, comme tu l'as dit, je suis un peu partout. J'ai une chaîne YouTube avec des vlogs et les podcasts. J'ai le podcast qui est aussi dispo sur toutes les plateformes. J'ai une newsletter qui sort tous les mardis, qui s'appelle Les Lettres Coup de Pêche, qui mêle la psychologie, la philosophie, l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est des petits coups de pêche, comme dit. Et puis j'ai LinkedIn également, que j'ai repris il y a quelques mois et qui me plaît beaucoup. Donc je suis, comme dit, un peu partout. Super. Je mettrai tous les liens de LinkedIn, Instagram, newsletter et podcast dans la descriptive de l'épisode. Et encore un grand merci à toi, Pêche, et je te dis à très vite. Merci Alexandra, à très vite. Ciao.